Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel entretien avec Karim Tarount, qui est donc docteur en histoire contemporaine, et Stéphane Aliès, journaliste à Mediapart. Marche pour l'égalité contre le racisme de 1983, mouvement de l'immigration et des banlieues, forum social des quartiers populaires, le collectif Des Passants-nous, le Front uni des immigrations et des quartiers populaires, autant d'appellations qui montrent que depuis 40 ans, des militants issus des quartiers populaires ont tenté de s'organiser pour imposer leur thème au niveau national. Dans ce livre qui est récemment paru, Karim Tarount, qui est intitulé « On est chez nous », qui est une expression tirée d'un article d'un journal justement créé par ces organisations de jeunes immigrés, comme il s'appelait, vous racontez ces tentatives d'organisation à partir des années 80 d'une mouvance qui se veut autonome, c'est-à-dire indépendante des partis politiques, des pouvoirs publics, des associations qui existaient déjà, de jeunes immigrés issus des quartiers populaires. Et vous racontez également en fait comment cette mouvance qui va se cristalliser autour de la marche de 1983 pour l'égalité et contre le racisme va échouer à durer dans le débat public et à imposer ses thèmes. C'est au départ les jeunes qui se mobilisent sur des thèmes très concrets et très urgents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'étaient ces thèmes ? Oui, tout à fait. Alors, donc initialement, effectivement, cette mouvance, elle a réuni des jeunes immigrés, c'est-à-dire des personnes qui avaient un ou deux parents étrangers ou naturalisés. Donc à l'époque, quand on parle de jeunes immigrés, on parle essentiellement de jeunes immigrés d'origine maghrébine et portugaise. Ces jeunes immigrés, ils étaient basés dans des quartiers populaires, donc des cités de transit ou des quartiers HLM. Et initialement, ils ont, comme vous le dites, ils se sont mobilisés sur des choses très concrètes. Donc d'abord du travail socio-culturel à l'échelle de leur quartier. Ça pouvait être des choses très basiques comme de l'organisation d'aide aux devoirs ou d'activités sportives pour des jeunes de leur quartier qui ne pouvaient pas forcément accéder aux services municipaux de la jeunesse pour diverses raisons. Ça pouvait être des actions de prévention contre la délinquance ou contre la drogue. Ils se sont aussi beaucoup mobilisés sur un travail purement culturel, à travers l'organisation de la mise en place de troupes de théâtre, de groupes de rock, qui véhiculaient une culture spécifique à ces jeunes immigrés, faite de culture de leur pays d'origine, donc Maghreb, Portugal, et influencée aussi par la culture américaine et caribéenne. Et donc à travers ces pièces de théâtre, ces groupes de rock, ils exprimaient leurs difficultés, leurs aspirations, leurs spécificités. Et puis enfin, ils ont mis en place des associations, des collectifs, toujours à l'échelle locale, pour faire face à des problématiques plus urgentes. Une violence policière, un crime raciste, l'expulsion d'un de leurs camarades qui est d'origine étrangère, sans la nationalité française, mais qui avait pourtant grandi en France et dont toute la famille était en France, qui pouvait être expulsé par les pouvoirs publics en raison de ce qui était considéré comme des troubles à l'ordre public. Ou alors, toujours dans l'urgence, il y a des collectifs locaux qui se sont créés par rapport à des problèmes de logement, notamment dans les cités de transit, avec des demandes de relogement, de populations qui étaient dans ces logements, qui étaient censés être provisoires, mais dans lesquels ils ont fini par rester des années. Et donc ces populations demandaient à être relogées dans des logements de meilleure qualité, HLM notamment, et dans la ville où ils vivaient depuis longtemps et où se trouvait leur emploi. C'est le cas notamment d'un des militants dont vous suivez le parcours, Nordine Isnasni, qui se trouvait à la cité de transit, dans une cité de transit à Nanterre, et donc qui commence à militer à travers une association pour le relogement des personnes qui sont dans cette cité qui était censée être provisoire à la sortie des bidonvilles. Donc dans le livre, en fait, justement, vous choisissez d'aborder cette histoire-là en retraçant le parcours de jeunes de ces quartiers qui sont moins connus que les figures médiatiques de la marche de 1983. Nordine Isnasni, Mognis Abdallah, Tariq Kawatari, qui donc commencent à militer à ce moment-là, au début des années 80, et qui ensuite vont fonder le mouvement de l'immigration et des banlieues. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le parcours et d'où viennent ces militants, comment ils entrent dans ces mouvements ? Oui, parce qu'en fait, je vais expliquer après pourquoi j'en suis arrivé à utiliser
ces militants comme fil conducteur pour raconter cette histoire. Parce qu'en fait, donc j'ai fait allusion au fait que cette mouvance initialement réunit des associations locales qui peuvent être très éloignées géographiquement, donc isolées les unes des autres. Mais voilà, et c'est l'histoire que je raconte, ces associations ont ensuite été amenées à se mettre en contact, à essayer de créer des coordinations à l'échelle départementale, régionale, nationale. Au début, ces coordinations étaient centrées sur des questions spécifiques, le logement, les violences policières. Mais au fur et à mesure du rapprochement de ces associations, de la multiplication des thématiques, cette mouvance a pris des proportions assez importantes. Et donc il est facile un peu de se perdre dans cette histoire quand on l'étudie et quand on essaye de la raconter. Donc pour ne pas s'y perdre, j'ai choisi d'utiliser le parcours de ces militants pour essayer de raconter ça. Enfin, je sais pas, ils ont créé le MIB, donc Mouvement Immigration des banlieues. Par la suite, et qui du coup viennent aussi de milieux différents, parce que Nordin Iznazni, comme on disait, voilà, lui il était né en France, il a grandi dans une cité de transit, il a fait un CAP, voilà. Il y en a d'autres qui étaient plutôt du milieu étudiant, du coup Mognis Abdallah qui avait un père égyptien, qui lui a fait des études de sociologie, Tariq Kouattari aussi qui était en fac de Et après voilà, c'est un choix arbitraire, j'aurais pu choisir d'autres militants, mais voilà, c'est ces militants qui sont nés en 62-63, qui ont commencé à militer en 82-83, constituent un choix intéressant dans le sens où ils ont commencé à militer au moment où la mouvance commençait à prendre de l'ampleur. Et ils ont commencé à prendre du recul au moment où la mouvance se décomposait. Donc en fait, en suivant leur entrée en militance, leur apprentissage, je peux expliquer la constitution de cette mouvance, et en expliquant les raisons de leur désillusion, j'explique l'échec auquel a été confrontée cette mouvance dans sa tentative de se structurer et de s'imposer réellement à l'échelle nationale. Oui, parce qu'il faut dire que le MIB a traversé toutes les années 90, même le début des années 2000, avant d'évoluer et d'essayer de se refonder dans de diverses tentatives de refondation autour des quartiers populaires, d'une force autonome des quartiers populaires. Mais jusque-là, pendant les années 90 et 2000, ils ont été très actifs effectivement dans les halls d'immeubles. Il y a eu une action très forte au Petit Bar après la mort d'un habitant dû à l'incendie d'un ascenseur qui les a vus déjà à l'époque, alors que ça n'est pas du tout leur propos par rapport au débat qu'on peut avoir aujourd'hui. Ont souvent subi l'accusation de communautarisme, de repli sur soi, là où justement ils ont voulu politiser ce qu'était une action associative. Et justement, je me demandais quel était leur rapport à la politisation. On parlait de leur parcours, pour certains via l'université, mais est-ce qu'ils ont un rapport, parce qu'il y a un rapport compliqué à la sphère politique traditionnelle, quelles ont été leurs relations avec les couleurs politiques qui régnaient dans les municipalités des quartiers où ils habitaient, à savoir socialistes ou communistes? Leur positionnement politique, il est un peu similaire au positionnement de cette mouvance dans les années 80. Parce que voilà, effectivement, ils ont eu un rôle plus important dans les années 90, mais dans les années 80, durant la période qui est abordée dans mon livre, ils sont vraiment en période d'apprentissage. Ce ne sont pas des figures centrales de cette mouvance. Parce que cette mouvance, on parle de mouvance des jeunes immigrés, mais dans cette génération de jeunes immigrés des années 80, finalement, il y a deux générations. Une génération de trentenaires avec des gens comme Mognis Abdallah, Saïd Mouamama, Farida Belhoul, des militants qui ont un bagage politique un peu plus conséquent. Et puis voilà, ces jeunes de 20 ans qui vraiment découvrent le militantisme à cette époque-là. Donc après, oui, effectivement, leur positionnement politique, leur rapport aux autres courants politiques, découle un peu de ce qu'ils ont appris à cette époque-là, puisque voilà, cette mouvance, elle est autonome, c'est-à-dire elle a voulu s'organiser indépendamment des courants politiques qui agissaient un peu sur les mêmes thématiques qu'eux. Donc c'est les chrétiens de gauche, l'extrême gauche, et puis indépendamment aussi de la gauche gouvernementale, socialiste, communiste, qui un peu contrôlait les municipalités dans lesquelles ces associations sont apparues. Parce que vous racontez que dans les années 80, c'était très compliqué, les relations entre justement les municipalités communistes, la banlieue rouge où vivaient généralement ces jeunes, et leur mouvement, puisque
quelles étaient les relations avec les communistes à l'époque Par exemple, pour revenir à l'exemple de Nanterre, où est apparue l'association Gutenberg et où a commencé à apparaître la coordination des cités de transit. Donc voilà, association et coordination qui réclamaient le relogement des habitants de ces cités de transit dans des HLM. Les relations étaient tendues puisqu'en fait ils demandaient aux municipalités à être relogées sur place et les municipalités communistes estimaient que dans les HLM le quota de population issue de l'immigration a été déjà atteint. Le fameux seuil de tolérance. Voilà, et les mairies communistes incitaient ses habitants à essayer de se reloger autre part. Et puis il y avait aussi un problème, comme je disais, d'accès aux services municipaux de la jeunesse, puisque là aussi, pareil, au-delà d'un certain seuil, la mairie n'acceptait plus les jeunes habitants de certains quartiers issus de l'immigration maghrébine. Donc c'est une relation un peu conflictuelle. En plus, on est dans un contexte où il y a eu les propos de Pierre Mauroy sur les grévistes de PSA qui sont plus ou moins des mollahs iraniens. Il y a le PC et l'affaire de Vitry où on déloge pas mal d'habitants de quartiers populaires en assumant... On démolit même un foyer de travailleurs maliens. Travailleurs qui donne un contexte étonnant et qui éclaire aussi dans votre ouvrage la mobilisation et la volonté autonome aussi de se construire. Mais après, la volonté autonome, elle s'exprime surtout, la volonté d'autonomie, elle s'exprime surtout vis-à-vis des chrétiens de gauche et de l'extrême gauche, puisque finalement les communistes à cette époque-là n'avaient pas de velléité d'encadrement par rapport à ces jeunes immigrés. Donc la volonté d'autonomie, elle s'exprime par rapport à l'extrême gauche, dont les jeunes se méfient, parce qu'ils refusent d'être assignés à une figure de révolutionnaire. Et puis ils souhaitent aussi s'organiser de manière autonome par rapport aux chrétiens de gauche, parce qu'ils refusent là par contre d'être assimilés à la figure de l'autre souffrant qu'il faut aider, et donc ils refusent de se soumettre à cette vision misérabiliste. Mais après voilà, il faut nuancer, puisque il y a eu beaucoup de liens avec ces organisations d'extrême gauche et ces organisations la gauche chrétienne. Il y a eu un travail commun et malgré les critiques, malgré les discours virulents, il y a eu un travail suivi. Parmi les rares formations politiques traditionnelles à accepter le dialogue. C'est ça le paradoxe, c'est-à-dire la volonté d'autonomie, elle est très forte par rapport à des soutiens. Donc c'est quelque chose qu'on a pu leur reprocher aussi, c'est que finalement il y a un discours critique envers la gauche, mais pas forcément envers la droite et l'extrême droite, qui elle est absente, puisqu'ils ne sont pas dans des municipalités de droite et d'extrême droite. Enfin, il n'y avait pas de municipalité d'extrême droite, mais ils ne sont pas dans des municipalités de droite, puisque ces municipalités n'ont pas accueilli sur leur territoire les populations immigrées, pour diverses raisons. Et donc, ils n'ont pas de volonté d'encadrement de ces populations, donc il n'y a pas vraiment de contact. Et ils se distinguent aussi des associations de travailleurs immigrés de leurs parents par des thèmes différents. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de faire une mobilisation différente ? Sur quoi ils diffèrent ? Après, ils se distinguent des associations créées par la génération de leurs parents. Pour des raisons tout simplement générationnelles. Et puis, en fait, il reprochait à ces associations de ne pas assez s'investir sur les problématiques des immigrés en France, parce que ces associations, donc associations autonomes de travailleurs immigrés, étaient très centrées sur l'opposition au régime qu'il y avait dans leur pays d'origine. Et après, pour toutes les questions qui étaient liées à la situation des travailleurs immigrés en France, ils s'adressaient aux organisations françaises. C'est-à-dire qu'ils respectaient la prérogative des organisations françaises avec lesquelles ils étaient proches. Donc, par exemple, le Parti communiste, la CGT, etc. Et donc, ils s'adressaient à ces organisations françaises en leur demandant de prendre en charge leurs revendications. Et donc, par exemple, à l'échelle locale, dans une mairie communiste, ces associations-là avaient peut-être du mal à se confronter aux mairies communistes, puisqu'il y avait d'autres enjeux. Leur combat principal n'était pas en France, il était à l'étranger, donc ils mettaient peut-être de côté certains conflits qu'ils pouvaient avoir en France sur la gestion des populations immigrées pour ne pas se les aliéner dans ce combat plus grand,
tournée vers les pays d'origine. Et puis les critiques par rapport aux associations créées par les générations des parents, c'était surtout centré sur les amicales, qui elles étaient liées aux ambassades et aux États des pays d'origine, et qui elles, non seulement ne soutenaient pas forcément ces mobilisations, mais pouvaient même s'y opposer, parce qu'elles portaient sur des aspects qui avaient été déjà négociés entre les États d'origine et la France, ou parce que ces mobilisations mettaient à mal le rôle d'interlocuteur des pouvoirs publics qu'avaient ces amicales. À l'automne 1983, donc des jeunes des Minguettes dans la banlieue est de Lyon, qui vivent depuis plusieurs mois une logique d'affrontement avec la police, avec des grèves de la faim, des descentes de police musclées, font à l'initiative avec un pasteur et un prêtre de la marche pour l'égalité et contre le racisme. L'un de leurs leaders, c'est Toumi Djaïda, qui donc faisait partie de l'association SOS Minguettes, et qui s'était fait tirer dessus par un policier alors qu'il tentait d'empêcher un chien policier de mordre un jeune. Et cette marche, paradoxalement, en fait, elle ne fait pas du tout l'unanimité parmi les organisations autonomes de jeunes immigrés qui sont en train de se créer dans ces années-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, au départ, c'est compliqué, même si beaucoup en fait, participeront individuellement à la marche, mais sans engager leurs organisations et leurs associations, parce qu'ils ne s'associent pas vraiment au message qui est porté par la marche? En 1983, enfin déjà dès 1982, donc il y a une dynamique qui est à l'œuvre. Donc voilà, ces associations qui travaillent localement sur des questions de violence policière, de logement, etc., ont déjà amorcé un processus de rapprochement à l'échelle départementale, régionale, nationale. Et donc ils sont en train de construire quelque chose. Il y a notamment, voilà, à l'été 83, le projet d'une coordination centrée sur les violences racistes ou sécuritaires, telles qu'elles sont désignées à l'époque. Et ces associations sont en contact avec les jeunes des Minguettes. Ils les avaient soutenus notamment dans le cadre d'une grève de la faim que ces jeunes avaient entamée en mars 83, je crois. Donc ils sont en contact. Et ils espèrent que SOS Avenir Minguettes, que ces jeunes des Minguettes se rallient à leur dynamique autonome. Or, ces jeunes vont préférer s'associer, travailler avec la CIMAD et le MAN, avec Jean Costil et Christian Delorme. Je crois qu'il y a dans un article de l'époque, il y a Toumi Djaïda qui explique ce choix en expliquant que voilà, ils sont soumis à une forte pression policière, ils ont une mauvaise image dans l'espace public et dans les médias, et qu'ils ont plus de chances de se faire écouter et d'échapper à la stigmatisation. Voilà, en passant par la parole. Même ils craignent aussi des mesures de rétorsion de la part de la police, donc ils pensent qu'ils ont plus de chances d'échapper à ça s'ils choisissent comme intermédiaire la figure du père Delorme, qui lui va être écouté. Tandis que eux n'ont pas vraiment, enfin ils vont être considérés comme des délinquants, et donc ils n'auront pas de chance d'être écoutés. Et d'ailleurs, la marche est dans la même logique que la grève de la faim, qui est un moyen d'action politique et pas... Oui, c'est un choix, qui est un choix stratégique, voilà, non violent. Qui, dans le contexte, est logique et finalement va porter ses fruits. Mais du coup, ceux qui optaient pour une démarche purement autonome, justement, voilà, se méfiaient, essayer de s'organiser indépendamment des chrétiens de gauche de l'extrême gauche, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, voilà, considèrent cette association, ce rapprochement entre les jeunes des Minguettes et le père Delorme et Jean Costil comme une erreur. Ils voient ça comme quelque chose qui va freiner un peu leur dynamique autonome, comme l'émergence d'une mobilisation qui va être concurrente avec eux. En fait, ils pensent que les jeunes des Minguettes vont être récupérés par le père Delorme et par les chrétiens de gauche. Et de fait, la marche de 1983 porte un message qui reste assez consensuel, c'est-à-dire qu'il n'est pas question dans les revendications des violences
racistes ou des violences policières. Il n'est pas question de leur traitement par la justice, alors qu'on a vu que c'était un des enjeux importants de mobilisation au niveau des jeunes immigrés. Et c'est une marche qui porte plutôt un message de volonté de vivre ensemble. Oui, après, effectivement, le texte d'appel, il est assez consensuel, puisque voilà, l'objectif d'un texte d'appel, enfin de celui-là en tout cas, c'était de rassembler le plus largement à gauche. Donc le texte d'appel, il ne va pas mettre sur la table les conflits qu'il pouvait y avoir avec les municipalités ou avec le gouvernement socialiste, même s'il faut rappeler que les socialistes, entre 80 et 83, ont pris énormément, des mesures qui étaient largement en faveur des populations issues de l'immigration. Donc dans ce texte d'appel, évidemment, ils ne vont pas mettre sur la table tous ces conflits. Et il pointe du doigt plutôt la droite, l'extrême droite et les secteurs de la police qui étaient proches de ces courants politiques. Mais pour autant, ce n'est pas vraiment un texte consensuel, ce n'est pas une mobilisation consensuelle. C'est toujours relatif, mais pour la droite et l'extrême droite, c'est évidemment pas une mobilisation consensuelle. D'ailleurs, il y a eu des menaces d'attentats. Mais effectivement, c'est un texte d'appel et qui épargne un peu la gauche. C'est d'ailleurs ce qui est reproché à cette mobilisation par les jeunes immigrés tenants d'une organisation autonome. Et voilà, ils considèrent aussi que c'est un discours qui permet à la gauche de se refaire une belle image, après notamment le tournant de la rigueur ou après certaines mesures un peu plus en défaveur des populations immigrées. C'est aussi l'essence d'un clivage qu'on retrouve encore jusqu'à aujourd'hui à travers les différents militantismes antiracistes. Puisque là, on a l'illustration, et d'ailleurs, ça reste un traumatisme, pas que pour les fondateurs du MIM, mais aussi pour leurs descendants, d'une certaine manière, sur l'instrumentalisation d'une dénonciation du racisme politique en antiracisme moral, et c'est là où arrive la récupération, la petite main, touche pas à mon pote, la marche de l'égalité devient la marche des beurs, on essaie de créer un mythe un peu de vivre ensemble, où en gros les gentils socialistes ouvrent leur cœur aux immigrés et aux enfants d'immigrés, mais en même temps sans remettre en cause un petit peu toute la critique de système qui était faite par d'autres militants plus autonomes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on aborde ces histoires, on reste très focalisé sur la marche pour l'égalité et SOS Racisme. Mais après, voilà, cette histoire, elle est beaucoup plus vaste. Donc parmi les succès de cette mouvance, on a avant la marche, mais il y a eu beaucoup d'autres mobilisations. Et parmi les raisons de l'échec de cette mouvance à s'imposer à l'échelle nationale, on met en avant SOS Racisme, responsable de cet échec, mais il y a eu beaucoup d'autres raisons en fait. Et d'ailleurs, SOS Racisme, donc ça apparaît fin 1984. Et alors effectivement, il récupère les fruits du travail politique qui a été fait par cette mouvance, mais fin 84, cette mouvance a déjà échoué à se structurer, puisqu'elle a été confrontée au clivage interne auquel qu'elle connaissait. Elle a été déjà confrontée à l'impossibilité de se mettre d'accord en interne. Il y a eu des grandes rencontres nationales. Donc à l'été 84, puis en septembre 1984, et ces rencontres n'ont débouché sur rien de concret. Ce racisme a réussi là où les vrais militants de quartier et de terrain ont échoué. Vous parliez de clivage, mais comment on les résumeriez, ces clivages? Qu'est-ce qui a empêché à ce moment-là la création? C'est quelque chose qu'on va revoir revenir assez souvent dans l'histoire du militantisme dans les quartiers populaires. C'est au moment de franchir le pas, de devenir une force nationale, autonome, ou en tout cas respectée, qui saurait se faire respecter par rapport au reste du champ politique classique. Souvent, des clivages, parfois pas les mêmes, des fois si, viennent empêcher ce passage à l'acte. À l'époque, là, déjà, quels étaient les clivages internes qui ont empêché ce passage à l'acte? Alors, par exemple, il y a de très nombreux clivages, pas tous les aborder, mais par exemple, on faisait référence à la marche pour l'égalité. Donc effectivement, ça a permis de renforcer cette dynamique de convergence entre des associations isolées localement, qui n'étaient pas forcément
en contact. Ça a permis de donner confiance à ces militants, de mettre en avant sur la scène publique leurs revendications, les difficultés des jeunes immigrés. Mais en même temps, ça a causé des clivages au sein de la mouvance, puisque en fait, au sein de cette mouvance, il y en a qui ont finalement soutenu cette marche, et donc qui en revendiquent une part du succès. Et puis il y a des gens qui, juste au bout, ont quand même été assez critiques. Et donc il y a un clivage au lendemain de la marche entre ceux qui se revendiquent, qui revendiquent les fruits de cette mobilisation, et qui reprochent, et qui sont opposés, qui reprochent à ceux qui ont critiqué la marche de vouloir se l'accaparer. Donc ça crée des certaines tensions au sein de cette mouvance. Puis voilà, il y a des clivages sur la forme d'organisation que devrait prendre cette hypothétique organisation nationale qu'il s'agirait de mettre en place dans le prolongement du succès de la marche. Il y a des clivages sur la programmatique, sur la façon de prioriser les différents thèmes, le logement, les violences policières. Il y a des clivages sur le rapport à avoir, le positionnement adopté par rapport à l'État. Est-ce qu'ils se positionnent comme des interlocuteurs ou est-ce qu'ils se positionnent comme un groupe de pression ? Donc voilà, il y a tout un tas de clivages. Oui, vous racontez aussi qu'il y a des clivages sur le périmètre, justement sur qui on cherche à rassembler. Est-ce qu'on cherche à rassembler sur une base territoriale, donc tous les habitants des quartiers populaires qui peuvent être victimes d'inégalités sociales, ou uniquement sur une base communautaire, donc plutôt des personnes d'origine maghrébine qui vivent le racisme au quotidien. Enfin, est-ce qu'on s'ouvre à tous ceux qui luttent contre le racisme ou uniquement ceux qui le vivent ? C'est des questions qui traversent encore aujourd'hui les mouvements, les associations antiracistes, qui n'ont pas été réglées à l'époque. Oui, parce que justement, cette mouvance, elle est basée vraiment sur l'idée d'autonomie, donc la volonté de s'organiser indépendamment des autres courants politiques et de donner la priorité à ceux qui sont réellement concernés, directement concernés par ces inégalités de droit ou de traitement qu'il s'agit de combattre. Donc l'autonomie est à peu près clairement définie quand il s'agit d'expliquer par rapport à qui on est autonome. Mais après ça se complique quand il s'agit de définir qui est autonome, sur quelle base on doit s'organiser. Comme vous le dites, sur une base sociale définie par l'appartenance à certains quartiers, sur une base plus communautaire. C'est des débats sans fin qui déjà existaient à l'époque. Sachant que il y a aussi des tensions déjà entre des différences de situation entre les jeunes immigrés maghrébins, les jeunes immigrés portugais. Ces questionnements ne trouvent pas de résolution dans les débats qu'il y aura à l'époque. À l'époque, la place, pour le coup, des questions de religion en général et musulmane en particulier n'est pas dans le cadre du débat. Non, pas dans les sources en tout cas que j'ai pu consulter. Moi ça me semble totalement absente. La question d'une organisation sur une base religieuse est totalement absente. Parce qu'après, à l'époque. Par la suite, le MIB se mobilisera, notamment lors de la première affaire du voile à Creil, va un petit peu soutenir quand même aussi, et va être le seul qui acceptera de militer, et sans mettre en avant, mais de militer avec, et donc de rendre visibles les femmes voilées, ce qui va leur être reproché dans les années 90. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'est pas dans un moment où le fait religieux vient interférer dans les mobilisations politiques. Oui, après en 89, le MIB n'était pas encore apparu, donc il ne se mobilise pas sur la question du voile. Mais après, oui, le MIB, qui est créé en 93, va s'intéresser pour reprendre des termes, les termes qui s'utilisent dans leur tract, il dénonçait l'islam criminalisé. Mais oui, effectivement, la question de l'islam n'est pas abordée dans les années 80. Donc la question coloniale qui apparaît assez peu aussi dans ces débats-là. Oui, non plus, elle apparaît pas vraiment, elle n'est pas totalement absente. Par exemple, donc, comme je vous ai dit, il y a une certaine partie de cette mouvance des jeunes immigrés qui ne s'est pas vraiment investi dans le soutien à la marche, mais il y a une autre partie qui s'est investie dans la promotion de la marche et dans la promotion de l'arrivée de cette marche et de la manifestation qui devait être organisée à Paris le 3 décembre 83. Donc ces jeunes ont créé un collectif jeune.
Et donc dans le cadre de cette promotion, ils ont notamment organisé une commémoration du 17 octobre 61, et ils faisaient le parallèle entre les meurtres des Algériens au 17 octobre 61 et les meurtres racistes dont étaient victimes les jeunes immigrés en 1983. Donc le fait colonial n'est pas totalement absent, mais peut-être justement les jeunes des Minguettes n'en parlaient pas, parce que peut-être, ils connaissaient pas vraiment cette histoire. Beaucoup de militants qui ont commencé à cette époque se sont familiarisés avec l'histoire coloniale, l'histoire de l'Algérie, par le biais de militants, encore une fois, d'extrême gauche et de la gauche chrétienne, qui s'étaient engagés pour l'indépendance de l'Algérie. C'est eux finalement qui ont transmis cette mémoire du colonialisme et des luttes anticoloniales à ces jeunes immigrés. Et comment vous expliquez également que la question religieuse n'était pas présente à l'époque et qu'elle surgisse au fil... J'ai pas d'explication précise, mais en tout cas, moi, dans l'histoire que j'ai étudiée, il y a des associations musulmanes qui apparaissent. Moi, je les retrouve dans ces discussions visant à la création d'une organisation nationale et autonome. Je les retrouve à partir du milieu des années 90, avec des associations comme l'Union des jeunes musulmans, qui est apparue à Lyon en 1987. Et ce rapprochement se fait au milieu des années 90, comme vous le dites, au moment où il y a l'affaire Kelkal, il y a la guerre en Algérie. Ouais. Et donc il y a des problèmes autour de l'image de l'islam en France. Il y a des discriminations. Et donc autour de l'idée de lutter contre les discriminations, il y a un rapprochement qui se fait entre des courants, des militants qui aussi avaient une histoire commune, mais aussi des différences, un rapport à la religion assez différent. Bien sûr. Ouais. Mais ils se réunissent autour de ce point commun de la justice et d'un traitement égal pour tous. C'est ça, c'est qu'on est dans un contexte où le racisme est avant tout raciste et ne prend pas le cache-sexe ou le cache-nez de la religion pour pouvoir mieux l'instrumentaliser. Et aussi dans un moment où les militants de terrain des quartiers populaires sont des militants de terrain qui, comme vous l'avez expliqué, se mobilisent sur des conditions concrètes d'existence. Et effectivement, on a après une évolution de ce champ, mais malgré tout avec toujours les mêmes thématiques, puisque c'est la question que vous évoquiez de l'alliance ou de l'autonomie continuera à traverser ce champ politique-là et ce champ militant-là, mais avec des thématiques qui auront un peu évolué, avec de nouveaux militants, de nouvelles générations militantes qui vont peut-être aussi apporter de nouveaux modes d'action et de nouvelles grilles de lecture. Oui, effectivement, la composition de cette mouvance, elle évolue à travers les âges. Dans les années 80, on y trouve des jeunes immigrés portugais, maghrébins. Puis finalement, les jeunes immigrés portugais disparaissent un peu de cette mouvance, parce que peut-être ils sont moins visés par les discriminations. En 86, le Portugal rentre dans l'Union européenne. Donc ils ont plus forcément les mêmes difficultés. Puis après, dans les années 90, on y voit apparaître des jeunes issus de l'immigration subsaharienne, en tout cas en région parisienne, alors que jusqu'à là, ils étaient absents. Dans les années 2000, il y a les populations roms aussi qui font une apparition dans cette mouvance. Donc la composition, elle évolue. Et puis la façon de se présenter également, elle évolue. Dans les années 80, ils se présentaient comme jeunes immigrés, un peu en opposition par rapport à la façon dont ils étaient présentés par les médias ou par les sciences humaines. Ils assumaient le terme de jeunes immigrés. Voilà, mais encore une fois, l'important pour cette mouvance, c'est de se définir par soi-même, parce qu'à partir du moment où après les sciences humaines ou les médias les définissent comme jeunes immigrés, ils vont se présenter d'une autre façon, ou par exemple ils se présentaient comme beurre, et puis à partir du moment où les sciences humaines, les médias reprennent à leur compte ce terme, ils vont vouloir s'en dissocier. Donc vraiment le plus important, c'est pas tellement le vocabulaire, le mot utilisé à tel instant, c'est se présenter avec ses propres mots. C'est ça qui est le plus important de cette mouvance. C'est peut-être pour ça justement qu'actuellement le terme racisé a un certain succès dans cette mouvance, parce qu'il insiste plus sur le phénomène d'assignation à une race
que sur la race elle-même. Mm. C'est pour ça que je pense que c'est un terme qui commence à faire florès, voilà. effectivement, dans Voilà. ces sphères militantes. Cette raison-là. Et aujourd'hui, quel regard jette l'historien sur les nouvelles stratégies, les nouvelles formes de mobilisation qui se créent, comme le collectif Dépassons-nous. Tout à l'heure, j'ai cité le Front uni des immigrations et des quartiers populaires. On voit que justement, il y a les mêmes thèmes qui reviennent aussi sur le logement, sur la question des violences policières, sur la question des discriminations. Est-ce que vous avez l'impression d'un retour sans fin de ces thèmes, oui, en fait, il y a une progression Voilà, elle est agitée par un mouvement continuel de composition et de recomposition. Si on regarde les membres de ces différentes associations que vous citez, si on remonte un peu en arrière, à un moment donné, ils ont été dans les mêmes organisations, ils ont participé aux mêmes discussions pour essayer de créer quelque chose de commun. Donc après, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des organisations qui ont tranché sur des choix organisationnels, sur des choix programmatiques, sur des choix concernant le rapport au pouvoir public, à l'État. Et ils ont un peu renoncé peut-être à converger en un seul même mouvement. Par exemple, voilà, les indigènes, il y a des membres des indigènes de la République ou de Passons-nous qui... il y a plus de 10 ans, ont à un moment essayé de discuter pour se rapprocher. Et là, aujourd'hui, on le voit, ils sont sur des positions radicalement différentes. Il y a la question de la mémoire des luttes, de ces luttes-là, à laquelle vous apportez une contribution, justement, de marquer, semble être quelque chose d'assez central aussi dans cette difficulté à s'auto-organiser. On a l'impression qu'il n'y a pas il y a peu de transmission, qu'au final, même les générations militantes aujourd'hui plus jeunes ne connaissent qu'à la marge un petit peu ce qu'ont pu être les mobilisations des années 70 ou du début des années 80 dont vous parlez. Il y a aussi ce besoin-là de construire une autonomie de la mémoire militante dans les quartiers populaires. Oui, c'était un projet très ancien. Je crois à la création du MIB, il y avait déjà l'idée de créer un centre de documentation pour réunir les différentes archives, pour essayer de défendre la mémoire de ces luttes. Mais il y a un travail mémoriel qui est fait, même sur les questions des luttes des travailleurs immigrés, sur la question du 17 octobre 61. Et sur ce domaine-là, comme dans d'autres, c'est un travail qui a apporté ses fruits. On le voit par exemple sur la mémoire du 17 octobre 61, même si ce n'est pas les seuls à avoir travaillé sur cette question-là. Puis même sur la question des mémoires des luttes, finalement, aujourd'hui, vous parlez de SOS Racisme comme raison principale de l'échec de cette mouvance. Donc, finalement, c'est la version militante qui s'est imposée. Même sur la question, on l'a vu sur la dernière commémoration de la marche pour l'égalité. Finalement, le rôle des soutiens est quasiment effacé. On a l'impression que le succès de cette marche est uniquement dû à l'investissement des associations autonomes de jeunes immigrés. Donc finalement, sur la question de la mémoire, comme sur d'autres, ces militants ont quand même un impact. Je vous remercie, Karim Tarout, pour votre participation et puis à bientôt pour un nouvel entretien. Merci.